On est ravis de recevoir aujourd'hui Louise, qui est lead data chez AssoConnect, et Capucine, qui est à la tête de la data de La Fourche. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui, surtout de se dire qu'on a deux sœurs aujourd'hui avec nous, de peut-être comprendre un peu mieux quel est votre parcours, qu'est-ce qui fait que deux sœurs qui ont des parcours assez différents, même académiques, sont arrivées toutes les deux à la tête de la data de deux boîtes qui ont des missions assez fortes. Peut-être commencer par toi, Capucine. Qu'est-ce que c'est La Fourche et qu'est-ce que tu fais là-bas ? Alors La Fourche, c'est un supermarché bio en ligne exclusivement qui rend le bio accessible à tous, à la fois en termes financiers parce qu'on propose des produits entre 20 et 50% moins chers qu'en grande surface bio comme Biocoop, Naturalia et tout. Et aussi on livre dans toute la France, en Belgique et au Luxembourg, et on va s'ouvrir en Allemagne cette année. Donc on permet d'envoyer des produits à des gens qui n'ont peut-être pas des supermarchés bio à côté de chez eux. Et donc vraiment la mission de La Fourche, c'est vraiment de rendre le bio accessible à tous. Okay. Et voilà. Et donc moi, La Fourche, du coup j'ai rejoint La Fourche il y a 2 ans pour monter le pôle data. Et concrètement, je suis une équipe support. J'aide l'ensemble des équipes, enfin plutôt l'équipe data aide l'ensemble des équipes à mieux travailler et optimiser leurs performances, que ce soit par exemple identifier les meilleurs produits, les vendre au meilleur prix pour nos clients, que ce soit pour les opérations, on a un entrepôt au nord-est de Paris, optimiser l'ensemble des processus à l'entrepôt et ce genre de problématiques-là hyper intéressantes. Ok, super. J'imagine que ça te parle tout ça, Louise. Moi, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce que toi tu fais du coup chez AssoConnect et nous dire peut-être un peu plus ce que c'est AssoConnect aujourd'hui ? Alors chez AssoConnect, en fait, je fais la même chose que Capucine. Donc j'ai été recrutée pour construire toute l'infrastructure data et l'équipe data qui est pour l'instant moi-même. Je suis l'équipe data chez AssoConnect. Et AssoConnect, c'est quoi ? C'est un logiciel tout en un pour les associations. Tout en un, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, il va y avoir 5 sous-logiciels dedans. La comptabilité, le CRM, la communication, le fait de pouvoir faire un site internet et le fait de pouvoir faire des collectes de dons par exemple en ligne ou d'adhésion, typiquement pour les associations sportives, l'adhésion annuelle au badminton, on va pouvoir la faire et la vendre en ligne sur AssoConnect. Et ce qui est intéressant en fait dans le logiciel AssoConnect, c'est que tous ces sous-logiciels comme c'est un tout en un sont connectés les uns avec les autres, ce qui fait que prendre une adhésion en ligne pour le club de badminton va rentrer une ligne de compta. Et on va pouvoir communiquer avec l'adhérent via le CRM et via toute la chaîne. Donc en fait, il y a toute la chaîne des outils qui sont à un seul endroit, ce qui facilite vachement la tâche des associations parce qu'en fait, généralement, les gérants associatifs, c'est pas forcément des salariés, les trésoriers, c'est pas forcément des professionnels. Il y a des contraintes légales au fait de faire ces comptas annuels, etc. Et le logiciel AssoConnect, le but, c'est vraiment de simplifier tout l'administratif des associations et de permettre en fait aux associations de se concentrer vraiment sur leur cœur d'impact qui est vraiment juste le projet de l'associatif. Donc association, c'est loi 1901, donc en fait c'est hyper varié, ces associations sportives, culturelles, caritatives, humanitaires, professionnelles, c'est vraiment tout type d'association quoi. Voilà. Okay. Trop bien, merci beaucoup. Et Capucine, alors toi, qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre La Fourche ? Quel a été ton parcours ? Et pareil, comment t'as découvert La Fourche ? Qu'est-ce qui t'a amené là ? Alors, j'ai fait une prépa école de commerce. Je suis arrivée à l'ESSEC et j'ai fait un double diplôme avec l'ENSAE. Donc en fait, finalement, on est un peu symétrique. Et à l'ENSAE, mais ce qui m'amusait énormément, c'était du coup les data. C'est clairement une école d'ingé spécialisée en data. Mes premières expériences c'était en start-up et mon premier CDI c'était dans une entreprise qui s'appelle Fox Intelligence qui fait de la market intelligence pour des entreprises de e-commerce, food delivery. Et en fait, très intéressant, j'ai monté le premier produit B2B qui était vendu par cette entreprise, mais cela étant, il me manquait vraiment le sens. Donc au bout de 2 ans, je suis partie de cette entreprise et j'ai fait un an en rencontrant chaque semaine une personne différente qui était engagée de près ou de loin dans la transition écologique. Et verticale par verticale, je me demandais, mais est-ce que cette verticale me parle ? Est-ce que c'est l'énergie ? Est-ce que c'est les transports ? Est-ce que c'est la nourriture ? Voilà. Et finalement, en fait, la nourriture, ça me parle beaucoup plus que tout le reste. Parce que c'est hyper marrant comme sujet. T'es obligé de manger pour survivre. C'est hyper culturel. Enfin, vraiment, en général, les gens sont passionnés, alors que il y a peut-être moins de passion dans, la rénovation thermique d'un bâtiment. Voilà. Et puis c'est beaucoup plus drôle, je trouve, que pas mal d'autres sujets qui sont quand même plus sérieux, plus techniques, on va dire.
Et donc, je me suis dit que l'industrie de la nourriture, c'était vraiment le truc dans lequel je voulais m'engager. Et puis, il y a tellement de choses à faire dans la transition écologique, dans la verticale de la nourriture, que franchement, il y avait carrément la place. Et donc, j'ai rencontré pas mal d'entreprises. Et une des dernières entreprises, c'était donc La Fourche. Et finalement, un café s'est transformé en « Ah bah tiens, tu veux pas un job ? On a 2 postes ouverts. Ah bah tiens, data, c'est hyper pertinent avec ton profil. » Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint La Fourche, un petit peu par hasard, quoi, sans forcément... j'étais pas cliente et j'étais assez convaincue par leur ambition de rendre le bio accessible à tous, parce que j'étais convaincue que c'est comme ça que la transition écologique se fera sur la dimension alimentaire, un des axes, quoi. Mais voilà, j'ai pas vraiment postulé, en fait, c'est plus un café avec le CEO Nathan. Okay. Non, mais c'est très intéressant. Et côté Asso Connect, du coup, comment la data, elle vient au service, justement, des assos ? En fait, ça y est une bonne question, parce que pour l'instant, la data chez Asso Connect, elle sert les clients internes. Donc en fait, c'est plutôt comment le logiciel vient au service des assos, avec le fait que la data permet d'améliorer l'expérience utilisateur, de prendre des décisions business qui ont du sens et qui sont impactantes. Mais en soi, pour l'instant, le produit data, il est en interne et il n'est pas en externe. On n'a pas de produits qui sont embeddés dans Asso Connect. Data, par exemple, du dashboarding embeddé qui permettrait aux assos de suivre, je sais pas, leurs transactions. Pour l'instant, c'est assez limité. Donc l'utilité est plutôt en interne sur le développement en fait, du business d'Asso Connect, qui en soi, lui, est impactant, plutôt que en servant des assos. Mais Capucine, par rapport à ce que tu disais pour l'impact métier et les use cases que tu citais, moi, il y a vraiment un truc que je me demande en ce moment, c'est parce que du coup, j'ai passé de 0 à 1 à la stack data, il n'y en avait pas, il y en a. Maintenant, c'est comment est-ce que tu décides d'un point de vue produit et d'un point de vue marketing et d'un point de vue des équipes métiers, quels sont justement ces projets à prioriser impactants, et comment est-ce que tu fais aussi en sorte que la culture des stakeholders en interne justement soit orientée impact, parce que souvent en fait la data a cette sensation d'impact, mais en fait c'est plutôt les stakeholders internes qui n'ont pas forcément été formés là-dessus et qui vont plutôt vouloir faire soit des études qualis qui est très bien déjà, mais soit juste je sens que c'est ça la nouvelle feature qu'il va falloir lancer, tu vois. Comment est-ce que tu changes en fait ce mindset en interne à La Fourche, et je sais pas comment sont poussés tes projets actuellement d'ailleurs. Ouais, je reconnais que c'est quand même compliqué. Je pense que c'est une des questions qu'on se pose tous en data, c'est quoi l'impact que mon équipe peut avoir dans l'entreprise. Pas seulement effectivement la partie technique, les bases de données que j'ai construites, l'ensemble des données que je collecte et que je range au bon endroit, de façon clean et tout. Déjà, je pense que ça dépend un peu de la culture de l'entreprise. À La Fourche, on est très orienté objectif et résultats clés, OKR, qui est une méthodologie... je crois, développé par Google. Et en gros, on est très... on a des objectifs chiffrés et on a tendance à énormément regarder les dashboards, à se poser la question de pour quelle raison le panier moyen n'est pas en train d'évoluer comme on le pensait, pour quelle raison le taux d'attrition est en train de augmenter, diminuer. Et en fait, ces questions-là, on va se les poser à chaque fois avec soit le directeur financier, soit moi dans la salle, en nous posant, en nous demandant de répondre à ces questions-là. Donc, en gros, je pense que parce que l'organisation est très analytique et donc se base beaucoup sur des chiffres pour mesurer ses performances, mais du coup, on va avoir tendance à essayer d'améliorer les chiffres en identifiant, quels sont, je sais pas, le sous-ensemble de la population qui a un panier moyen qui est plus faible. Et cette population-là va prendre de l'ampleur et donc notre panier moyen va baisser, et voilà, ce genre de choses. Et tout à l'heure, tu as évoqué plusieurs types de rôles. Tu as évoqué les data engineers, les data scientists, les data analysts. Est-ce que tu peux, pour les gens qui nous écoutent, faire un petit glossaire des différents rôles dans la data qui existent ? Oui, carrément. Je pense que je vais être pas mal aidée par Louise. Parce que je pense qu'elle les connaît mieux que moi, mais on va dire que la droite, du plus amont au plus aval, ça va être data engineer, data scientist et analyst. Et je crois qu'il y a un terme qui s'appelle business analyst. Mais on va dire que le plus amont, ça va être le plus proche de la technique, et le plus aval, ça va être le plus proche du business. Et moi, je me suis dit beaucoup plus en aval, je pense que Louise... Et toi, peut-être que tu peux développer sur les data eng et les data scientists, parce que moi, j'ai pas cette fonction-là. Dans une entreprise qui a vraiment tous les rôles, le data eng est responsable vraiment de la qualité des données, de la qualité des sources de données entrantes, et du fait que, en fait... on a bien, quand on traque une information, l'information qui circule et qui va être stockée dans le data warehouse sans être perdue.
Le rôle sur lequel il faut faire le plus attention, c'est le data scientist. Parce qu'en fait, souvent, ce que les candidats veulent en data science, c'est mettre des algorithmes, faire des algorithmes, améliorer les performances d'algorithmes, etc. Et souvent, finalement, dans des boîtes, il y aura peu d'entreprises où il y aura vraiment des algorithmes en production qui tournent et qui permettent en fait vraiment de s'amuser en tant que data scientist. Donc souvent ce sera du data scientist qui est à la limite de l'analyse, plus pour comprendre quelles sont les raisons de churn et donc faire de l'analyse avec de la prédiction de churn par exemple. Donc c'est plus du business analyst que ce que tu disais. Souvent il y a data scientist est mélangé avec par exemple mon rôle à SoundCloud, j'étais data scientist, mais globalement c'était plutôt un data scientist tourné analyse quoi. Que data scientist qui mettait un modèle en production et qui l'améliorait au fil du temps quoi. Et comme ce sont de nouveaux métiers, comment on se forme? Est-ce qu'il y a des communautés de data scientists qui existent ou de data engineers? Oui. Alors en gros, comment on se forme? Bon, il y a les parcours classiques école d'ingé qui permettent de faire ça, surtout en France, il y en a quand même beaucoup qui maintenant ont développé des masters en data science, ils sont super, et en plus il y a plein de masters qui sont soit poussés super recherche, soit très appliqués. Après il y a des nouvelles écoles de code, je crois qu'il y a Emile, il y a des bootcamps, etc. Je pense que par rapport au code, est-ce que c'est possible de se former, s'auto-former? Je pense que c'est plus ou moins vrai en data science, sauf que les puristes diront que il faut quand même vraiment bien comprendre ce qu'il y a derrière les algos pour les utiliser, aussi d'un côté biais et introduction de biais dans l'algorithme, etc. Et des communautés pour se former. Personnellement, quand j'étais à Berlin, moi j'étais dans une école qui s'appelait Ready School of Digital Information. Et là en fait on donnait des cours, en fait c'était un bootcamp digital et moi j'ai créé la partie data et globalement j'ai donné des cours de data science à des exilés qui étaient à Berlin et c'était 4 mois de cours, 2 fois 2 heures par semaine. Où en gros on leur apprenait comment utiliser Python, comment utiliser le SQL. Donc en fait il y a des langages à apprendre, le SQL, le Python. Donc il y a des bootcamps comme ça qui sont... Il y a plein d'assos en fait, à Data School. Eux en fait ils sont pas encore de bootcamp en data, peut-être que je devrais les contacter. Le message sera passé. Mais ils ont des bootcamps dans d'autres skills digitales. Mais en tout il y a des choses quand même que des assos font. Après il y a des bootcamps payants. Et sinon en termes de communauté data, moi j'apprends beaucoup à travers le Modern Data Network. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le fameux MDN? Le MDN, tout à fait, hashtag. Alors le MDN, c'est quoi? C'est une communauté qui a été créée en janvier de l'année dernière, donc ça a 1 an, c'est 1 an. Un peu comme ça, par opportunité, en rencontrant une personne qui s'appelle Nolwenn Beillard qui travaille chez Tyler maintenant SumUp. Et en gros, moi j'étais nouvelle chez AssoConnect. Elle avait aussi été recrutée pour construire l'équipe data chez Tyler. Et globalement, moi je faisais un peu le tour des head of data de la place parisienne pour comprendre qu'est-ce qu'ils avaient mis en place chez eux, comment est-ce que je pouvais moi l'appliquer chez AssoConnect, etc. Enfin, c'était un nouveau rôle et j'avais envie de comprendre ce qui se faisait ailleurs. Mais la frustration, c'est que comme j'étais toute seule dans les équipes, en fait j'avais personne à qui poser de questions vraiment au quotidien, à part ces demi-heures des discussions qui étaient super riches, j'avais pas la réponse super rapidement quoi. Et du coup je demandais à Nolwenn, est-ce que tu connais une communauté data, un forum quoi, d'échange où on pourrait poser des questions, qui est actif, etc. Et globalement la réponse était non. Et on s'est dit, en vrai, on connaît chacune pas mal de gens là-dedans. On peut essayer de créer un petit réseau cœur de professionnels data qui sont chauds pour s'entraider. Surtout que les stacks évoluent hyper rapidement. On parle de DBT tout à l'heure, RiverCTL, etc. Il y a tellement de choses qui bougent sur la data que c'est important d'avoir cette communauté-là pour comprendre ce qui se fait de mieux en ce moment. Est-ce que toi, Capucine, tu l'utilises du coup ? Ah oui, à fond. En gros, comme Louise l'a montée dès qu'elle a lancé la communauté, moi j'étais une des premières membres. Et je trouve ça génial d'avoir plein de réponses à toutes mes questions. Concrètement, en fait, c'est vraiment comme si tu avais plein de collègues, mais sauf que en l'occurrence, on en a assez peu parce qu'on a monté l'équipe et que... voilà, mais en fait, tu as plein de collègues à qui tu peux poser des questions, qui sont super ouverts, qui ont 1 milliard d'expérience... ah non, c'est vraiment top. Enfin, vraiment, moi et puis je me suis même lancée en présentant DBT, en partageant mon expérience, ma petite expérience
à La Fourche, on est quand même une petite équipe data, on n'a pas une complexité énorme en termes d'usage de différents outils, mais c'était super chouette, je trouvais, de partager mon expérience, de dire, en fait, dbt, n'en ayez pas peur. C'est un outil qui est très facile à prendre en main, même si on n'est pas hyper technique. Moi, je me considère vraiment comme plutôt analytique, proche du business, et la partie data engineer, je suis un peu plus frileuse et je vais plutôt demander à d'autres gens de prendre ce sujet-là, et pourtant, en fait... Typiquement, pour cet exemple-là, dbt, j'étais très capable de le mettre en place. Donc, non, c'est vraiment une super communauté, des très beaux événements. Et je trouve que moi, ça m'empouvoir à la fois en trouvant des réponses et en prenant la parole sur des sujets. Et du coup, petite question dans vos boîtes respectives. Comment est-ce que vous avez rejoint des sociétés à impact ? Comment est-ce que vous voyez une différence entre l'utilisation de la donnée dans une entreprise à impact versus une utilisation de la donnée dans une boîte tech classique ? Est-ce que vous observez une différence au sein là, des missions qui vous sont confiées chez vous ? Pour être honnête, non. En fait, pour être honnête, le métier data, c'est un métier data que tu sois dans une entreprise à impact ou pas à impact. Le fait que ce soit à impact, c'est que tu travailles pour un projet à impact. Ouais. Après, tu peux trouver des use cases à impact qui seraient, je sais pas, par exemple pour La Fourche, diminuer votre bras de carbone parce que des packaging ou je sais pas, essayer de suivre ça. Et tu peux trouver des sujets à impact chez AssoConnect pour savoir combien de temps les associations ont gagné grâce à ça. Mais en fait, finalement, ça reste un métier qui peut se calquer et se reproduire dans plein de structures différentes et qui finalement... peut-être que c'est dans la conscience des gens qui sont dans l'entreprise. Donc moi, je sais qu'en étant à la tête de la data chez AssoConnect, j'ai en tête les biais qui peuvent être introduits par la data, l'éthique de l'utilisation des données et ce genre de choses-là. Mais je pense que c'est plutôt les personnes qui sont à l'intérieur de ces entreprises qui font ça que les use case business qui fait que en fait je peux faire un algorithme de churn chez AssoConnect ou dans une autre entreprise qui n'a pas particulièrement pour but de faire un impact quoi. Ouais, effectivement. Moi je pense que je nuancerais un petit peu, mais globalement je suis super d'accord avec toi, je nuancerais un petit peu sur effectivement le côté peut-être RGPD, anonymisation des données, peut-être que ces questions-là se posent peut-être plus en amont dans une entreprise à impact parce qu'il y a une conscience de en fait on fait pas forcément du business juste pour gagner le plus possible d'argent. Et deuxième point, je sais qu'à La Fourche il y a un certain nombre de personnes qui sont très engagées sur la dimension pollution numérique et donc avec ces personnes-là en fait moi j'ai déjà eu des discussions mais qui n'ont pas forcément abouti sur des projets, mais je pense qu'ils vont aboutir sur des projets peut-être au courant de l'année sur comment est-ce qu'on peut diminuer notre pollution numérique. Mais cela étant, je pense honnêtement qu'on va pas prendre de décision en fonction de cette dimension-là. Peut-être que ce sera un bonus et qu'on se rendra compte, génial, cet outil-là qu'on a mis en place, il est peut-être plus light, enfin plus léger, pardon, mais... Ça pourra faire l'objet d'un sujet chez MDN, en tout cas. Oui, c'est vrai. Comment réduire son empreinte carbone dans la data, mais c'est vraiment... c'est un gros sujet, hein. Mais je pense qu'il y a assez peu de réflexion autour pour le moment. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois pas trop. Hein. Après, c'est lié avec l'optimisation tout court des algorithmes. Oui, plus t'as un algorithme moins t'as un algorithme qui consomme, moins il consomme aussi de CO2. Donc, moi, je sais par exemple que en décidant mes outils data, par exemple, j'ai pris BigQuery. J'ai pas pris Amazon parce que je savais que BigQuery, donc qui est Google, ils font plus d'efforts pour le fait de refroidir leur data center de façon optimisée et en utilisant moins d'énergie. Donc j'ai choisi aussi BigQuery pour des raisons environnementales parce que je savais que Google faisait plus d'efforts qu'Amazon. Donc ça avait été un de mes choix parce que globalement Snowflake, BigQuery et Amazon, c'est 3 outils de data warehouse qui fonctionnent tous les 3. Qui sont optimisés pour différentes raisons, mais globalement, quand on commence une stack data, les 3 fonctionneraient, quoi. Et moi, j'ai choisi BigQuery parce que je savais qu'ils faisaient des efforts sur le fait de diminuer l'empreinte carbone de leur data center. Tu vois, là-dessus, nous, on a fait un choix technique complètement absurde environnementalement parlant, parce que c'était impossible de faire autrement. Concrètement, on a un outil qui nous envoie de la donnée, et chaque jour qu'il envoie de la donnée, il détruit la base de données, il la reconstruit de zéro. Aberrant. Complètement aberrant, mais en fait on n'a pas d'autre choix et on n'a pas d'autre façon de faire ça, mais effectivement en faisant pression sur tel service, on pourrait leur demander de nous permettre de ne serait-ce que incrémenter, parce que finalement en fait en général quand tu envoies des données d'un service à ta base de données, tu vas incrémenter, tu vas envoyer d'ailleurs les 30 000 premières lignes et puis le lendemain il y en a 5 000 de plus, donc tu vas passer à 35 000, mais c'est les 5 000 nouvelles en fait, c'est pas
30 000 puis 35 000. Là, en l'occurrence, pour un des produits, on est obligé de faire ça parce qu'il n'y a pas d'autre option, ce qui est vraiment aberrant. Et effectivement, c'est peut-être des problématiques auxquelles les boîtes impact sont un peu plus sensibles. On voit que sur le sujet d'éco-conception des produits, par exemple, les boîtes impact sont un petit peu plus en avance que la moyenne de la tech parce que ça c'est plus naturellement en phase avec les valeurs de l'entreprise. Donc peut-être que ces sujets-là seront aussi davantage prises par des boîtes d'impact, comme vous l'évoquez. Et est-ce que vous avez, avant de rentrer dans ces entreprises à impact, vous étiez dans des entreprises de la tech un peu plus classiques. Qu'est-ce que vous avez perçu en termes de changement en arrivant dans vos sociétés actuelles, en termes de culture d'entreprise, de typologie de management, d'ambiance d'équipe, qui vous ont fait dire là je suis arrivée dans une boîte avec une mission un peu différente, un peu plus forte. Est-ce que vous avez vous avez eu des ressentis ou peut-être des anecdotes à nous partager où vous vous êtes dit ah ouais là je suis dans une boîte d'impact? Ouais, complètement. Alors moi, vraiment, en arrivant à la Fourche, je me suis rendu compte que déjà, je pouvais parler du fait que peut-être que j'étais intéressée de faire de la désobéissance civile, d'aller, voilà. Chose que, peut-être dans mon entourage, on n'en parle pas forcément, même si on commence à avoir des amis qui sont plutôt engagés. Voilà, en ouvrant la conversation et en réalisant qu'en fait on n'allait pas me traiter de complètement folle, c'était vraiment hyper rassurant d'arriver dans une entreprise qui était effectivement avec des gens très engagés. Et là, un autre exemple qui s'est passé littéralement hier, j'ai animé un atelier de fermentation avec pas mal de gens à la Fourche. Je pense honnêtement qu'un atelier de fermentation, ça branche pas grand monde en dehors de gens qui sont assez branchés à la fois par l'alimentation et puis par la façon de conserver des aliments de façon écologique. Et puis aussi des gens qui sont un petit peu géo-trouve-tout, animés par tester des choses. Donc oui, typiquement, animer un atelier fermentation dans n'importe quelle entreprise, c'est peut-être que tu n'auras pas trop de succès. À la Fourche, les gens étaient quand même super chauds et ils sont ramenés avec leur kéfir, leur kombucha, leur levain, leurs petites anecdotes. Donc ça, c'était une énième confirmation que l'entreprise attire quand même des profils très très engagés, quoi. Moi, je peux confirmer aussi... En fait, à Saint-Claude, il y avait quand même des groupes engagés, des discussions quand même qui se lançaient. Mais par exemple, en parlant de l'empreinte carbone, moi j'avais soulevé le sujet d'empreinte carbone de Saint-Claude parce que Saint-Claude c'est une plateforme de streaming, etc. Et quand je l'avais soulevé, c'était pas du tout un projet qui était dans la tête des fondateurs. En fait, ils étaient ah oui, c'est vrai que c'est important de savoir. Du coup, il y a eu un projet qui s'est engagé pour mesurer l'empreinte carbone de Saint-Claude à ce moment-là. Mais disons qu'en fait, c'était pas la même poussée. En fait, il y a un truc chez AssoConnect, c'est quand on lève ces sujets-là, dans la tête de tout le monde, c'est évident qu'il faut le faire. Et chez AssoConnect, non seulement t'as les gens qui sont engagés et qui ont plutôt les mêmes valeurs environnementales, sociales, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des engagements fous, en fait, dans des associations. Moi, j'ai plein de collègues qui sont super inspirants. J'en ai un qui est volontaire à la... SPA et qui passe tous ses samedis à aller récupérer des chiens qui sont potentiellement qui se font, comment ça s'appelle, maltraités, voilà. Et vraiment il fait 3 heures de route en Normandie pour aller chercher le chien, le retirer de ses maîtres et le mettre en sécurité. Un autre qui est super engagé à la Croix-Rouge et qui passe vraiment tout son temps à animer des projets pour savoir comment en fait aider les gens qui sont en situation de précarité et d'isolement. Et en fait ces personnes-là, je n'aurais pas rencontré à Saint-Claude, ça c'est sûr. Et en termes de juste engagement de boîte et d'entreprise, quand même AssoConnect nous donne une demi-journée par mois où en fait on peut s'engager auprès d'associations pendant notre temps de travail. Et ça en fait c'est pas rien parce que on a des teams, ça s'appelle des teams transverses, donc je fais partie de la team data mais aussi de la team asso. Et la team asso c'est quoi? En fait c'est une équipe qui va essayer de pousser les employés d'AssoConnect de prendre cette demi-journée et de s'engager auprès d'associations. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en faisant venir des associations pour nous parler de leurs projets et juste nous inspirer, faire rencontrer les employés. Mais aussi en fait, je sais pas si vous connaissez la plateforme Vendredi. Ouais. C'est une super plateforme. J'adore. Mais globalement, ils proposent plein de missions et en fait nous on essaye de trouver des missions qui pourraient être ponctuelles, sur lesquelles en fait on pourrait faire s'engager des gens. Typiquement, par exemple, les fourmis qui jardinent, c'est une ferme urbaine dans le 13e qui avait besoin de bras pour mettre du terreau sur leur toit, ou la Chorba qui est distribution de nourriture je les ai aidés un soir à faire la distribution, ou la Croix-Rouge
On va les aider à appeler des personnes qui sont en situation d'isolement pour savoir quels sont leurs besoins. Enfin, il y en a plein. En fait, j'ai discuté avec des douzaines d'associations cette année. Et on a fait des projets à chaque fois où tu avais 10 employés d'Asso Connect qui venaient et prêtaient main forte pour des missions ponctuelles ou qui s'engageaient plus long terme dans des associations comme par exemple pour Hands Away où il y a 2 employés d'Asso Connect notamment. Hands Away, c'est les violences sexistes et sexuelles, prévention des violences sexistes et sexuelles. Et ils ont fait plein de campagnes, dont une dans le métro, celle de Uber, en fait, pour prévenir ces agressions. Et il y a 2 employés d'Asso Connect qui se sont engagés dans cette association, notamment par exemple pour les aider à lever des fonds, etc. Et en fait, c'est grâce à cette demi-journée de bénévolat qui est sur son temps de travail que du coup Asso Connect pousse les employés à s'engager, et après ça peut créer des trucs soit ponctuels, soit de long terme, et des relations entre associations et employés. Et moi personnellement ça m'a permis de comprendre vraiment beaucoup mieux l'écosystème associatif, même local. En fait tu te sens beaucoup plus partie d'un projet commun, quoi. Donc ça pour le coup j'aurais jamais vu à SoundCloud. Hyper intéressant. Et qu'est-ce qui pousse du coup 2 sœurs à travailler dans des boîtes d'impact ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait partie intégrante dans votre famille, justement, sur cette notion d'engagement, ou pas du tout ? Alors moi personnellement, mes sources d'inspiration en termes d'engagement, c'est Capucine. Mais aussi, je pense qu'en fait on a une famille très engagée dans ses actions, pas forcément en termes de... Enfin, c'est pas forcément des actions sociales, mais c'est une famille en mouvement. Enfin, on a une mère qui est quand même très active, qui d'ailleurs a toujours été plus ou moins engagée dans des associations. Même notre grand-mère, en fait, si tu fais le tour, en fait, elle aidait des personnes en maison de retraite avec de l'art-thérapie, et elle baignait des malades à Lourdes, et elle était végétarienne depuis qu'elle a 25 ans. Enfin, je pense qu'en fait, c'est des sujets d'empathie qui sont présents. Ça veut pas dire qu'en fait, ça nous a poussé dès 8 ans à faire plein de choses associatives, mais je pense que c'était dans ma tête, et même... En fait, notre cousin Hector, il a monté une start-up qui s'appelle Impala, dans l'orientation. Enfin, c'est des sujets de société. En fait, je pense que c'est des débats de société. Et c'est toujours, en fait, dans la famille, des sujets de... En fait, quelle est ta position par rapport à ces sujets de société ? Et tu peux pas vraiment rester neutre. T'as pas le droit, en fait, dans les débats. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. C'est... Pose-toi ces questions, et ensuite, prends des décisions et sois aligné avec tes réponses. Et moi, en fait, c'est comme ça que, du coup, petit à petit, je me suis dit, bah oui, il faut que je m'aligne. Et donc, c'est en voyant l'engagement d'autres personnes autour de moi, et en se posant ces questions frontalement, à table. Voilà. Tu partages. Déjeuner familiaux. Ils sont effectivement animés. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a un terreau d'engagement et de réflexion sur ok, c'est quoi ta place dans la société, c'est quoi... Il y a aussi en fait des arrière-grands-parents qui sont résistants, et en fait ça, je pense que ça m'a toujours un petit peu... je me suis forcée à me poser la question de mais en fait t'es de quel côté, et peut-être que dans 50 ans quand on regardera nous notre société aujourd'hui, on se dira mais c'est aberrant ce qu'ils ont fait sur tel et tel et tel sujet. Moi, je préférerais être du côté des gentils, entre guillemets, sans voir les choses de façon trop manichéenne, mais je pense que c'est important en tout cas, pour moi, c'est important de me poser ces questions-là. Et du coup, les premières fois où j'ai commencé à vivre seule et à prendre mes décisions, je me suis vite rendu compte que peut-être que manger de la viande à tous les repas, tout le temps, systématiquement, c'était pas déjà un besoin pour moi, et puis c'était pas en accord avec mon éthique, et du coup... Voilà, en rentrant de ce voyage, je suis devenue végétarienne, et puis en fait, petit à petit... Je pense qu'effectivement, le terreau de la famille nous force, entre guillemets, à nous poser ces questions-là. Et ensuite, on avance sur les différents axes qui nous parlent le plus. Et moi, c'est vraiment, je pense, l'engagement sur la crise climatique et l'alimentation. Enfin, c'est vraiment, je pense, deux axes qui me parlent plus que le reste, je pense. On aime bien demander à nos invités du contenu à recommander en lien avec l'impact. C'est quoi un peu vos sources d'inspiration, si vous avez un contenu ou deux à nous recommander ? Par exemple, toi, Capucine ? Moi, je suis assez fan du magazine Socialterre. Donc c'est un magazine, je pense, mensuel ou bimensuel, qui sort des hors-séries tous les trimestres, qui sont toujours très pertinents, avec un angle vraiment super pertinent. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils lisent mes pensées. Et donc ce magazine, il propose... Donc c'est un magazine sur les alternatives. Il permet de penser vraiment le futur. Et moi, je pense à un hors-série qui m'avait le plus parlé, c'était sur les nouveaux récits. En général, autour de la crise climatique, on observe les constats, voilà, l'augmentation de la température, l'acidification des océans, tout ça. On observe aussi les solutions possibles, recycler, réduire, voilà. On a un peu tout ça en tête. Et je pense qu'il y a un pan
de la réflexion sur la transition écologique qui nous manque souvent, c'est les nouveaux récits. Comment penser les nouvelles façons de vivre, les nouveaux modes de vie. Je pense notamment à Damasio, Alain Damasio, qui est un auteur français d'une cinquantaine d'années, je pense, qui a écrit 3 ou 4 romans vraiment impactants, notamment Les Furtifs, en 2018, très récemment, qui permet de penser en fait un futur très très différent, et du coup s'ouvrir un peu l'esprit et se dire ok, mais la transition écologique, c'est pas seulement les petits gestes du quotidien, c'est aussi vraiment repenser toute ma vie. Et je pense que les nouveaux récits et le hors-série de Socialter sur les nouveaux récits, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de recommander. Ça donne envie de le lire en tout cas. C'est clair. Et toi, Louise? Moi, récemment, il y a je sais pas si vous l'avez lu, mais une économie à nous de Eva Sadoun qu'elle a sorti. En fait, j'aime beaucoup Eva Sadoun, je la connais pas personnellement, mais c'est un peu un modèle d'engagement. Et elle a sorti du coup ce bouquin qui est aussi adressé aux citoyens pour en fait se rendre compte de dans quel modèle économique on vit. Et en fait, avec des mots plus simples, parce que le modèle économique, t'as toujours tout de suite un côté... j'ai besoin justement d'un master 2 en économie pour comprendre ce que c'est que l'économie. Et en fait, concrètement, elle explique quels sont les biais du modèle économique qui en fait poussent justement un déséquilibre social et environnemental. Et c'est un bouquin assez court, mais que je trouve quand même assez intéressant à lire. Et bon, elle l'a écrit aussi pour que les candidats à l'élection présidentielle rebondissent dessus et incluent ces discussions dans leur programme. Mais sinon, en termes de communauté Slack, puisqu'on parlait des communautés Slack, il n'y a pas que le MDN, il y a Impact at Work, je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est une communauté qui a été montrée justement par une personne de Vendredi et qui en fait regroupe plein de gens qui sont engagés au travail pour en fait justement demander à leur travail d'avoir plus d'impact social et environnemental. Et globalement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont chargés de RSE dans les entreprises sur cette communauté. Et c'est beaucoup de partage de bonnes pratiques, de contenu, diversité, etc. Et c'est une communauté assez active qui aussi a été montée l'année dernière, sur laquelle je suis aussi, et franchement qui est assez chouette. Hyper intéressant. On aura un épisode justement consacré aux démarches RSE et aux pratiques dans des boîtes à impact et pas à impact. Vous trouverez de quoi faire sur cette communauté. Super. Merci à toutes les deux énormément pour ce partage d'expérience, ce témoignage familiaux et personnels. C'était vraiment un plaisir d'en discuter avec vous. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à regarder nos autres épisodes et à vous abonner à nos chaînes.